pour le coup, vous avez effectivement fait la transition, puisque vous l'avez bien montré, une des problématiques, c'était la question de l'autorité de régulation. Et donc, Madame la Présidente, si vous voulez bien nous parler de l'autorité que vous présidez depuis quelques mois. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. En écoutant les deux premières interventions, je pense que les uns les autres, nous mesurons les attentes et les difficultés qui entourent la genèse de cette autorité nouvelle et donc les conditions de son exercice futur. Donc une jeunesse qui est longue, émaillée de toute une série de rapports, d'antagonismes, ça a été rappelé, et une naissance qui a quand même été assez délicate. Pourquoi est-ce qu'elle a été délicate? D'abord à cause du confinement, donc l'ensemble des personnels de l'Argel à distance, et puis surtout aussi la crise affectant la rentabilité économique des opérateurs concernés. Donc, je dirais que ça n'est pas évidemment les conditions idéales pour lancer une nouvelle autorité, d'autant que cette nouvelle autorité, elle a été installée le 23 juin, donc en réalité c'est très récent, et elle a dû se mettre en place, ce que j'oserais appeler sur les chapeaux de roue. Pourquoi sur les chapeaux de roue? Parce que d'abord, elle était confrontée à une urgence immédiate, qui était le renouvellement des agréments de toute une série d'opérateurs, en l'occurrence 10, donc 10 opérateurs agréés dont les agréments venaient à expiration, plus l'agrément d'un nouvel opérateur. Au total, 19 agréments qui devaient être renouvelés avant fin juillet. Ensuite, on s'est installé le 23 juin. Ensuite, cette nouvelle autorité, elle a dû, faire face aux échéances, aux enjeux, institutionnels, de se doter d'un règlement intérieur, de veiller à ce que les fameuses commissions consultatives soient effectivement lancées avec des personnes sollicitées. Elle a dû veiller à ce que la commission des sanctions, qui doit être entièrement renouvelée, ou du moins reconduite, soit effectivement, que ce soit effectivement le cas. Donc, je dirais quand même tout un travail institutionnel quand même très important. Et puis enfin, évidemment, un quotidien qui est le calendrier des courses hippiques devant être modifié pour intégrer des courses étrangères afin de donner un petit ballon d'oxygène aux opérateurs, les paris sportifs avec un risque de manipulation. On a vu encore récemment à Roland-Garros que ça pouvait être le cas. Bref, un quotidien qui, par ailleurs, s'invitait dès le 23 juin dans la vie de cette institution. Donc, je crois qu'il faut commencer par saluer le travail des équipes de l'ANJ qui, dans des conditions quand même assez difficiles, ont, je crois, fait face à l'ensemble de ces enjeux. Et le collège qui, en l'espace d'un mois et demi, s'est quand même réuni à 6 reprises, y compris matin et soir, pour arriver à, honorer les engagements qui étaient les nôtres. Alors, ceci étant dit, quelle est un peu la philosophie de la régulation que l'on veut avoir à l'ANJ ? Première orientation, qui d'ailleurs nous a, tous frappés les uns les autres. Un Français sur 2 joue. Donc c'est un loisir, entre guillemets, extrêmement populaire. On s'aperçoit que tant au niveau des joueurs que des opérateurs, il y a une méconnaissance qui est extrêmement importante des conditions dans lesquelles on peut jouer. Et vous parliez, Madame Givernet, du jeu des mineurs et de l'interdiction du jeu des mineurs. Pour beaucoup de personnes, elles sont totalement ignorantes de cette interdiction. Donc, le premier niveau de la régulation, pour nous, c'est déjà de faire connaître, l'environnement juridico-sociologique, en fait, des jeux d'argent en France. Et encore une fois, au niveau des joueurs, au niveau des opérateurs. Deuxième orientation, l'ANJ, effectivement, est dotée de pouvoirs très importants. Mais ces pouvoirs, elle ne peut pas les exercer seule. Voyez. Donc, la deuxième orientation, c'est que nous accordons à la co-construction
un rôle tout à fait important. En réalité, les ressources de régulation sont dans une large partie auprès des opérateurs eux-mêmes. Donc, il est extrêmement important que ceux-ci s'inscrivent dans la démarche du régulateur, la partagent et mettent ces ressources à disposition du régulateur. Donc, nous envisageons que les outils de conformité, toutes les services que nous pouvons rendre aux opérateurs, eh bien, soient effectivement co-construits avec ceux-ci. Et la première illustration, c'est le cadre de référence sur l'addiction pour lequel nous avons lancé une concertation très étendue avec les opérateurs, avec les associations, pour vraiment partir du terrain, partir des besoins du terrain, pour proposer un outil qui soit le plus utile possible aux uns et aux autres. Troisième orientation méthodologique de la régulation, c'est que nous souhaitons marcher sur nos deux pieds. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut de l'accompagnement, bien sûr, il faut de la pédagogie, mais il faut aussi du contrôle. Et l'ANJ a été dotée, par rapport à l'ARJEL, de pouvoirs de contrôle qui sont tout à fait importants. Je pense par exemple au contrôle sur place, qui n'existait pas au bénéfice de l'ARJEL. Ce contrôle, nous voulons le professionnaliser et effectivement l'exercer pour bien faire passer le message que le régulateur est aux côtés des acteurs, il est soucieux de leur apporter des services à valeur ajoutée, mais il sera, je dirais, avec peu d'indulgence par rapport à ceux, entre guillemets, qui ne respectent pas les lignes légales et le cadre général qui est le nôtre. Vous parliez, Olivier Jappiot, du service central des courses et jeux. Effectivement, c'est un partenaire, ce service du ministère de l'Intérieur, pour nous, qui connaît mieux que nous les casinos et les détaillants FDJ, PMU. Nous signons, en fait, demain, une convention avec le service central des courses et jeux pour mutualiser, entre guillemets, nos compétences, pour faire des échanges d'informations, pour le cas échéant, être capable de mener un contrôle conjoint entre eux et nous, voire échanger du personnel. Et ça, je crois que c'est important parce que, comme il a été dit, la puissance publique a, jusqu'à présent, est apparue un peu fragmentée dans le secteur des courses et jeux. L'idée avec l'ANJ, c'est que la puissance publique offre un front le plus uni possible. Et le rôle de l'ANJ est justement de faire en sorte de pouvoir fédérer finalement l'écosystème de régulation publique. Et la convention que nous signons avec le service central des courses et jeux, je crois, est une bonne manifestation de cette volonté. Dernier élément de notre approche régulatoire, et ceci, nous souhaitons l'imprimer dès le départ, c'est la dimension internationale et la dimension européenne du dispositif. Bien sûr, l'ANJ est une autorité nationale. Bien sûr, nous avons des droits, des jeux d'argent qui sont des droits nationaux. Pour autant, je crois qu'il est très important que nous puissions échanger avec nos homologues, dialoguer, parce que la plupart des questions qui nous occupent sont des questions, je dirais, au moins d'intérêt européen. Qu'est-ce que l'on fait sur le e-sport? Comment articule-t-on les jeux vidéo avec les jeux d'argent? Quel est le dispositif de lutte contre l'addiction et d'identification des joueurs problématiques qui est le plus efficace possible? Nous avons besoin de ces échanges entre régulateurs et moi j'ai souhaité, dès ma prise de fonction, pouvoir envoyer ce message-là à destination de mes collègues européens. Donc, voilà un peu la grille, entre guillemets, méthodologique que nous souhaitons adopter. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, nous souhaitons afficher une stratégie. Pourquoi une stratégie? Parce que la stratégie du régulateur, ça n'est pas simplement d'appliquer la loi. Nous avons effectivement 4 objectifs légaux à faire respecter, dont acte, mais je dirais une organisation à partir de ces 4 objectifs stratégiques peut décliner une action selon des axes qui peuvent être différents les uns des autres. Nous sommes en train,
Et nous avons mené tout un processus de dialogue interne avec les agents, avec le collège, et bien sûr, à partir des entretiens que nous avons pu avoir avec les opérateurs, les acteurs de terrain, nous sommes en train d'élaborer un document stratégique, une stratégie triennale, 2021-2022, 21-22-23, pardon, qui constitue en réalité la vision que nous souhaitons porter à travers l'ANJ. Et nos actions opérationnelles s'inscriront dans ce triennal, dans ce plan stratégique triennal qui sera rendu public d'ici la fin de l'année. Je crois qu'il est très important de réaliser que même si l'ANJ est constituée à partir de l'Argel, l'ANJ n'est pas une Argel élargie. L'ANJ est un projet qui est fondamentalement nouveau, qui s'exerce dans un contexte qui est fondamentalement différent de celui de l'Argel, à la fois pour des raisons quantitatives. On a un territoire de régulation qui est multiplié par 7, mais surtout pour des raisons qualitatives. C'est-à-dire qu'on met dans une main unique un univers, des univers professionnels, culturels qui sont quand même éminemment différents, avec des pouvoirs du régulateur qui sont importants, des joueurs qui, à la différence de l'Argel, sont aujourd'hui des joueurs qui sont principalement anonymes. Et donc, il y a toute une mécanique de régulation qui est véritablement à inventer. Donc, c'est ça le projet de l'ANJ, et ce que apportera le document stratégique, c'est de l'inscrire, entre guillemets, dans une vision que nous espérons partager avec les acteurs. Alors, donc ce document, il sera prêt d'ici la fin de l'année. À partir de là, quels sont un peu les enjeux immédiats que nous avons ? Les enjeux immédiats que nous avons, c'est, dans le fond, construire les fondations. Vous avez les uns les autres, législateurs, conseillers d'État, ou en tout cas experts de la réflexion sur le sujet, mis à disposition de l'ANJ des outils qui sont des outils extrêmement divers, variés, et ce sont des outils qui nécessitent d'être bien positionnés dès le départ pour que le régulateur puisse faire son travail. Je vous donne un exemple. Nous devons désormais autoriser l'offre de jeu des opérateurs sous droit exclusif. C'est un des grands changements, je dirais, du dispositif. Puisque auparavant, ces offres de jeu étaient, pour la française par exemple, autorisées par le ministère du Budget. Désormais, c'est le régulateur qui est en charge de ces autorisations. Concrètement, à quoi cela conduit-il ? Cela conduit d'abord à élaborer une maquette de dossier d'autorisation. Et quand je dis une maquette, c'est quelque chose qui doit être soigneusement réfléchi, pensé, parce que c'est sur cette base que toutes les offres de jeux de la Française des Jeux ou du PMU nous seront déposées. Donc si on oublie quelque chose, si les équilibres dans les documents que nous demandons ne sont pas les bons, cette maquette, nous l'avons adoptée début septembre. Nous devons ensuite approuver le programme de jeu des 10 opérateurs, Française des Jeux, PMU. Ces programmes de jeu constituent, lorsqu'ils sont présentés, un aperçu, peut-être pas exhaustif, mais un aperçu, je dirais, de la stratégie commerciale, de la stratégie produit des opérateurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intime dans le fonctionnement de ces opérateurs, et pour nous, absolument stratégique, parce que se glisse dans ces programmes de jeu une éventuelle contradiction avec les objectifs du régulateur. Et comme l'a souligné Olivier Jappiot, entre, je dirais, la croissance du marché, la pérennité du monopole et la défense des intérêts dont le régulateur a la charge, c'est-à-dire la préservation, par exemple, de l'addiction, on sent bien que l'équilibre n'est pas nécessairement facile à trouver. Mais en tout cas, deuxième étape, il faut que nous approuvions les plans d'action, les programmes de jeu de ces 10 opérateurs. Ensuite, nous devons approuver
jeu par jeu, les nouveaux jeux ou les anciens prolongés des 10 opérateurs. Donc vous voyez qu'il y a un continuum à la fois d'action du régulateur et d'outils que celui-ci doit cristalliser pour que, in fine, on puisse approuver l'offre de jeu de l'un et de l'autre. Deuxième exemple, et en soi, ce que je vous décris nécessite de la part des équipes de l'ANJ beaucoup de connaissances précises et beaucoup de doigté. Ensuite, autre exemple, ces fameux programmes jeux responsables. Effectivement, c'est une nouveauté. Et je crois que c'est une nouveauté qui est extrêmement bienvenue. Avant que ces plans d'action jeux responsables soient déposés, il faut que nous adoptions le cadre de référence jeux responsables, appelons-le comme ça. Comme je l'ai dit, ce cadre de référence jeux responsables, on ne va pas l'adopter tout seul, on a lancé une concertation. Cette concertation vient de se terminer. Elle a donné lieu à une montagne de remarques des uns et des autres, et encore une fois, je m'en félicite. Il faut analyser cette montagne et faire en sorte que le document final que nous allons produire, et nous avons prévu de l'adopter au collège du mois de décembre, puisse effectivement tenir la route et, in fine, être adopté par le ministre de la Santé. Sur la base de ce cadre de référence, qui est donc un outil de droit souple, qui décline les principes généraux de l'ordonnance dans quelque chose qui est plus souple et plus évolutif. Et nous avons d'ailleurs mis dans ce cadre de référence une clause de revoyure pour avoir la possibilité régulièrement de le revoir. Sur la base de ce cadre de référence, les opérateurs, tous, c'est-à-dire les opérateurs sous droit exclusif, les opérateurs en ligne, les opérateurs, les hippodromes, tous, y compris les casinos, vont nous présenter un plan d'action jeux responsables. Donc, vous voyez que nous sommes face à des outils qui ont été prévus par le législateur, qui sont en général déclinés par des décrets ou des arrêtés, qui doivent s'emboîter les uns les autres comme des poupées gigognes, et qui amènent effectivement le régulateur à avoir à sa disposition non pas des documents administratifs, parce que ne gardez pas de ma description l'idée que tout ça est très bureaucratique. En réalité, tout ça conduit à bâtir une ingénierie institutionnelle et de reporting qui est quand même très riche et qui permet, je pense, au régulateur de faire correctement son travail. Mais pour la bâtir, cette ingénierie, eh bien, il faut quand même un peu de temps, et c'est le temps que nous sommes en train de consacrer à l'affaire. J'ajoute qu'un principe méthodologique que nous avons pris cette année, c'est de bâtir tout ça progressivement. Vous voyez bien que c'est quand même un château de cartes qui est extrêmement complexe, extrêmement sophistiqué. Et le risque, c'est de bâtir un jardin à la française qui soit tellement parfait qu'il se fasse attendre de façon excessive. Or, les opérateurs, les acteurs ont besoin de visibilité et d'avoir ces outils à leur disposition rapidement. Donc, le parti que nous avons pris, c'est finalement d'avoir un mécanisme un peu itératif, c'est-à-dire que ces outils successifs, les plans d'action, le cadre de référence, la stratégie promotionnelle, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi un élément extrêmement nouveau, la stratégie promotionnelle. Ils vont nous présenter leur stratégie promotionnelle. Évidemment macro, c'est-à-dire en grande ligne. Mais c'est bien sur cette base, stratégie promotionnelle que nous devons approuver, c'est bien sur cette base que nous pourrons, le cas échéant, mobiliser le nouveau pouvoir qui est aussi le nôtre, qui est de demander le retrait d'une publicité qui ne serait pas conforme aux grands objectifs de la loi et en particulier à la stratégie promotionnelle que nous aurions approuvée précédemment. Donc, vous voyez, cette ingénierie, elle est assez sophistiquée, elle est, je crois, très riche. Notre idée, c'est de la bâtir pas à pas et de ne pas en faire... Comment dire, de ne pas trop en faire, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire, je crois que le but, c'est peut-être de simplifier ce qui a été prévu.
il faudra probablement qu'avec Olga Givernet, nous en reparlions, parce que je crois qu'il y aura probablement un certain toilettage à faire du dispositif, peut-être dans 1 an ou 2, pour essayer de le rendre un peu plus fluide qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, ce dispositif nous oblige, nous régulateurs, à poser ces fondations avec une extrême précision et je crois, un extrême soin. Je termine en disant que dans les... outre cette ingénierie qui est à monter, on a deux sujets qui nous paraissent des sujets importants et complémentaires de ce que je viens de dire. Le premier sujet complémentaire, c'est celui de l'équilibre des filières. Effectivement, c'est un nouveau concept, qui est un concept dont la substance est loin d'être claire, même si chacun est fort intéressé à mobiliser le concept à son profit, pour des raisons que tout le monde arrivera à comprendre. Nous avons dans l'intention de lancer un petit groupe de travail en début d'année pour réfléchir à la substance de ce concept, voir d'ailleurs si, au plan international, il y a déjà des éléments un peu de benchmark qui existent. Comment est-ce qu'on peut donner corps à cette notion? Ça nous paraît important. Et puis le dernier sujet qui nous occupe, c'est celui de cette communauté des joueurs. Comme je l'ai dit, cette communauté des joueurs, nous voulons absolument travailler avec elle. Vous voyez, le régulateur, bien sûr que ses interlocuteurs naturels, ce sont les professionnels. Mais lorsqu'il s'agit de réguler une pratique aussi grand public que la pratique des jeux d'argent, on ne peut pas simplement parler avec les professionnels. On est obligé de parler au grand public. Et nous voulons que le grand public puisse aussi être un acteur de régulation. Bien sûr, nous allons l'aider à se protéger et en début d'année, on reviendra vers vous au sujet du fichier des auto-interdits parce qu'on a dans l'idée de rénover le fonctionnement de ces fichiers. Mais plus généralement, nous voulons faire passer auprès du grand public l'idée que le jeu d'argent, c'est pas quelque chose d'anodin. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, il y a une vigilance, notamment vis-à-vis des mineurs, qui est très importante à exercer par rapport à ce jeu d'argent. Et pour ça, je dirais que chacun d'entre nous est concerné. Voilà, très brièvement, ce que je pouvais dire de nos premiers mois de travail à l'ANJ. Merci beaucoup. Alors pour le coup, il y a une question sur le chat qui justement parle de ces communautés de joueurs qui ont envie en fait d'être partie prenante en fait à ce travail-là. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Pour le moment, je vais donner la parole à ma collègue Madame Pascalidou, qui est donc à distance et qui va revenir un peu sur ce que vous avez présenté, mais du point de vue de l'universitaire. Donc